Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je suis à Salins-les-Bains et Vauban est bien là, au Fort Saint-André qu'il a reconstruit en 1674 à la suite du rattachement de la Franche-Comté au Royaume de France. Alors à l'époque, la grande époque de l'exploitation du sel, Salins-les-Bains était la capitale économique de la Franche-Comté. Il y a d'ailleurs ici un patrimoine industriel important avec la Grande Saline et la Saline Royale d'Arc-et-Senans que nous retrouverons tout à l'heure. Mais d'abord, je vous propose d'aller voir Buffon. Buffon, ce célèbre naturaliste, eh bien, il ne s'est pas contenté d'observer, de décrire et d'expliquer la nature. Non, non. Lui, il a voulu développer l'exploitation du fer dans la région. Et tout a commencé à la grande forge de Buffon. Alors, allons-y. Buffon, dont Georges-Louis Leclerc prit le nom, et les forges que le naturaliste installa sur ses terres, près d'un cours d'eau et des gisements de fer. Sa fortune lui permet de poursuivre ici ses recherches en physique et en cosmologie, tout en concevant une manufacture moderne, une des premières usines intégrées. Buffon, on le connaît quand même avant tout comme naturaliste. Et la majorité des gens ne connaissent pas le Buffon métallurgiste, finalement. Et en effet, Buffon a quand même été important dans la métallurgie parce que c'est un des premiers à avoir fabriqué ce qu'on appelle un complexe intégré. C'est ici le complexe intégré. C'est ici, voilà. Ça veut dire que tout est sur place. Tout, donc la fabrication du fer, toutes les étapes, et puis la vie quotidienne des forgerons. Puisque l'objectif de Buffon, c'était d'avoir la main-d'œuvre sur place, mais aussi un vivier de futurs forgerons. Ainsi, tous les enfants qui naissaient ici travaillaient avec leur mère dans le potager. Et les garçons, dès qu'ils avaient 12 ans, quittaient leur mère pour rejoindre leur père à la forge et devenir à leur tour forgerons. Nous voilà donc dans le haut fourneau, c'était vraiment le cœur de la forge. Et du coup, Buffon a tout mis en scène parce qu'ici, on était vraiment au spectacle. Vous voyez, il y a les deux balcons. Oui. Les invités de Buffon et les hôtes de marque prenaient place sur ces balcons pour assister en contrebas à la coulée de fonte en fusion. Donc c'était vraiment le spectacle. C'est là où il y a le haut fourneau qui se trouvait donc derrière la maçonnerie. Et c'est par là qu'on chargeait le minerai de fer et le charbon de bois. Et donc au bout de 12 heures de fusion, à 1200-1300 degrés, on obtenait de la fonte. Et au bout de ces 12 heures, on va effectuer une coulée de fonte en fusion qui se effectuait en contrebas, sur le sol, dans un moule de sable. Ça devait être complètement spectaculaire et puis dans des conditions absolument dignes des enfers. Il faisait très chaud, il faisait très sombre aussi, ça sentait fort de la forge, il y avait tout le bruit des marteaux, donc c'était une atmosphère très impressionnante finalement. Ce savoir-faire matérialise le début de l'industrie à proprement parler. Ah, complètement, oui. Parce qu'en fait là, on est dans le premier atelier, en tout il y en a 3. Donc c'est une succession des ateliers où tout a été conçu pour optimiser le travail du fer, pour travailler le plus vite possible et le plus possible. Donc là, en 1768, Buffon annonce complètement le 19e siècle et l'industrialisation. Buffon trace une dérivation de 600 mètres pour apporter à l'usine l'eau de l'Armançon tout proche. La forme de proue de bateau des bâtiments divise le bief en 3 canaux qui font tourner jusqu'à 19 roues à aubes. Ce sont les moteurs des marteaux-pilons de la forge. À la grande forge de Buffon, c'est le travail du fer. Ici, c'est le sel, l'or blanc comme on l'appelait à l'époque. Et à Salins-les-Bains, on l'a tellement exploité qu'un jour, le bois vint à manquer. Bois pourtant nécessaire au travail du sel. Alors on a décidé de construire une autre saline près de l'immense forêt de Chaux. C'est la Saline Royale, à une quinzaine de kilomètres. Alors elle est appréciée et connue pour son architecture pensée par Ledoux, mais également pour l'organisation du travail qu'elle impliquait. Allez, je vous y emmène, c'est à Arc-et-Senans.
Cette usine de production de sel m'a étonnée par son architecture, audacieuse et symétrique. Elle a été commandée par le roi Louis XV. Et c'est un projet fascinant, tout droit sorti de l'esprit visionnaire de l'architecte Claude Nicolas Ledoux. Est-ce que tu peux me présenter un peu le lieu et ce qu'on voit? Alors il y a 11 corps de bâtiments, tous parallèles. Les gardes, les 2 bâtiments de chaque côté, la tonnellerie, la maréchalerie, là où il y avait les maréchaux ferrants qui travaillaient le métal. Et là, de 2 côtés, donc les berniers. Les berniers de chaque côté qui flanquent les 2 centres de production du sel, où étaient logés les ouvriers peu qualifiés qui récoltaient le sel dans ce qu'on appelle les bernes. Donc c'est 2 grands bâtiments de 80 mètres de long, où on avait 4 foyers qui fonctionnaient 24 heures sur 24, où l'eau était évaporée, donc chauffée par du bois, et où on récoltait le sel. Et puis au centre, la maison du directeur, avec le pouvoir du roi, donc transmis par le Où directeur. ça s'agitait moins que sur les parallèles. Voilà. La Saline Royale est un bel exemple d'architecture. L'endroit est beau, mais il est aussi fonctionnel. Tout y a été pensé, organisé, rationalisé pour que les 500 ouvriers qui y vivaient puissent produire le plus de sel possible. Pour Ledoux, tout était aussi affaire de symbole. Je constatais que ce génie ne laissait rien au hasard. Tu voulais montrer ce porche, pourquoi? Sa monumentalité, c'est impressionnant tout de même quand on arrivait là. Et puis la grotte, le passage de l'état de nature à la culture, à l'industrie. La culture? La culture à l'intérieur, l'industrie, l'homme agissant. Et là, la grotte, la nature, Platon aussi, peut-être le mythe de la caverne. Voilà, donc c'était vraiment impressionnant pour une entrée d'usine. C'est d'ici, de Baume-les-Messieurs, qu'en 910, Bernon, abbé de cette abbaye, est parti fonder celle de Cluny. Depuis, l'abbaye de Cluny fascine, tant par son histoire que par sa taille. Elle est majestueuse, dans le paysage doux et vallonné du Clunisois. Pourtant, il ne reste d'elle plus que 60% de sa construction originelle. Cela n'a pas vraiment l'air de déranger les visiteurs qui se pressent pour venir l'admirer. Et à l'intérieur, elle abrite un campus, bah oui, une école d'ingénieurs. Bon, si vous ne la connaissez pas encore, eh bien je vous laisse la découvrir. C'est le bâtiment le plus impressionnant. C'est waouh, quand on rentre ici, on est où? Alors ici, par rapport à la grande église, on est vraiment sous le clocher que l'on voit depuis l'extérieur. Qu'est-ce qui la caractérise, cette église-là, par rapport à une autre? Ces dimensions. Ces dimensions. Elles sont hors normes? C'est hors normes, c'était jamais vu. Et ça a été la plus grande église d'Europe pendant près de 4 siècles, avant même Saint-Pierre de Rome, qui est quand même l'église du pape. Qu'est-ce que c'est que cette ouverture? On dirait qu'il y a du bois au-dessus. J'avais jamais vu ça. Ouais, alors en fait, c'est une trappe en bois. On se trouve exactement sous le clocher qu'on voit depuis l'extérieur. Et en fait, la raison est toute simple. On avait besoin de hisser les cloches pour les installer dans le clocher. Donc on les a fait passer par cette trappe en bois. Ah, d'accord. C'est la partie qui est restée intacte parce que je pense qu'ici, la particularité, c'est que tout a été détruit. Alors presque. Presque toute l'église a été détruite. Après, c'est vrai qu'il nous reste pas mal de bâtiments usuels, on va dire, des moines, le cloître, voilà. Mais c'est vrai que cette église a été presque totalement détruite. Il en reste environ 8%. D'accord, ce clocher était colossal. Mais attendez de voir. Sur l'emplacement de la nef, Céline allait me faire découvrir l'immensité de l'édifice originel, avant sa destruction à la Révolution.
comment est-ce que vous avez découvert ces vestiges-là? Il existait des plans, évidemment, de l'abbaye. Alors, on pouvait imaginer, voilà, à peu près à tel endroit, il y avait une grande abbaye. Mais c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose parce que les archives de l'abbaye ont été brûlées en très grande partie. Et en fait, c'est les fouilles archéologiques qui vraiment nous Révèle permettent l'histoire. voilà, d'en découvrir un peu plus sur la vie des moines. Parce qu'on n'a presque plus rien finalement. Qu'est-ce Voilà. que tu tiens dans tes mains? Alors là, du coup, je t'ai apporté des tablettes numériques avec une application Génial. qui permet donc de revoir l'abbaye. Tu passes en virtuel, bien face à toi. Waouh. Et là, voilà, c'est comme si tu Waouh. te trouvais face à la grande porte Ah oui. de l'abbaye. Tu vois, on peut monter, Ah là, j'ai les monter, aller voûtes, jusqu'aux voûtes. La nef, j'ai Voilà. les décors, les vitraux. Totalement. Et tu J'ai tournes sur le tout, quoi. côté et t'as tout. Super. Et regarde, on peut se tourner encore. Génial. L'allée centrale, donc, là où on est. Voilà. Mais l'allée centrale était vraiment comme ça? On imagine qu'elle était comme ça. Ce sont des suppositions. Il y avait des dessins, des estampes qui existaient et c'est voilà, toutes ces analyses-là qui ont permis de faire ça. Génial. Alors là, on a donc le Christ, les apôtres, tout un tas d'anges ici, des fleurs. Regardez ces images 3D. À l'époque, l'église abbatiale avait une taille inégalée lors de sa construction au XIe siècle. Longue de 187 mètres, avec des voûtes culminant par endroits à plus de 40 mètres, elle possédait pas moins de 301 fenêtres et 5 clochers. Et la visite virtuelle qui suit, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien après, autre chose on pourra aller voir en fait d'en haut de la tour des fromages l'emprise de l'église sur la ville Sur la aujourd'hui. ville. Mais pourquoi la tour des fromages? En fait, tout simplement parce que cette tour a abrité le stockage d'un commerce de fromage. Ok. Donc Et là, là, on a la vue sur l'abbaye. Voilà, là, il faut imaginer que l'abbaye se construisait juste devant. On a tout un pan qui est plus là, quoi, qui a complètement disparu. C'est ça. Oh, c'est sympa, et le clocher là qui sonne. Donc en fait, tout était construit toujours pour retraduire le gigantisme aussi de la place de la religion à l'époque, quoi. C'est tout à fait ça. Voilà, c'était marquer la puissance vraiment à la fois d'une abbaye, puis évidemment, comme c'était la religion, la puissance de Dieu sur terre. C'était 4 clochers. Alors, on entend à nouveau les cloches, mais il faut imaginer que 4 clochers, ça fait quand même beaucoup de bruit au moment de sonner. Lorsqu'on s'intéresse au patrimoine bâti ou qu'on veut le restaurer, bien mieux vaut connaître comment il a été construit, quelles en sont les techniques, avec quels matériaux, lorsqu'on s'y connaît un peu. Alors là, pourquoi carrément ne pas commencer la construction d'un château à partir de zéro, comme on le faisait, disons, au XIIIe siècle, avec les mêmes outils, les mêmes costumes? Alors là, cela s'appelle de l'archéologie expérimentale. Et c'est ce que font les scientifiques et les artisans du château de Guédelon, dans l'Yonne. Guédelon, c'est un pari fou, une vision de bâtisseur. Construire un château fort avec les techniques du Moyen-Âge. Lancé il y a 16 ans dans l'Yonne, saison après saison, pierre après pierre, des bâtisseurs pas comme les autres construisent ici ensemble un monument hors du commun et transforment le paysage. Pour coordonner tout ce petit monde, il faut un maître d'œuvre. Florian Renucci occupe ce rôle stratégique. Présent depuis les premiers jours, il est le garant de la vérité historique de la construction moyenâgeuse. Un château du Moyen-Âge, ça ne veut rien dire. Le Moyen-Âge dure 1000 ans. Il y a plein de variations suivant la région où on est et l'époque. C'est pour ça qu'on s'est donné une fiction. Hein. On s'est donné comme objectif un contexte. On construit le château qui aurait pu être construit ici, donc en 1230. Là, on est dans le comté d'Auxerre. Et on essaye d'être le plus proche possible des actions de construction qui se sont déroulées pour comprendre comment les châteaux sont construits. Et tu te rappelles qu'elle serait vidée là au milieu, hein? Mais je me demande si on peut le faire avant de créer le Bouddha.
Alors, ce qui n'est pas évident dans la construction d'un château fort du XIIIe siècle, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de manuel. Donc il a fallu réinventer, retrouver comment est-ce qu'on transforme des rochers en pierre pour construire. Ça, personne ne nous l'a dit. Donc il a fallu essayer avec des outils. Alors on s'est documenté, hein. On se doutait qu'ils allaient effectivement utiliser des coins métalliques pour casser les rochers. On a essayé et peu à peu, ce qui a marché, on l'a gardé, ce qui n'a pas marché, on l'a écarté et c'est devenu une méthode. Et la méthode, en la reproduisant, c'est devenu une technique. Et aujourd'hui, un carrier peut foisonner, donc produire à peu près 1 mètre cube de roche par jour. Alors, comment ça se passe? Ça va, on va essayer de prendre la pierre en deux là. Ouais. En utilisant le fil qui se voit assez bien. D'accord. Donc, Ah bah là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est une pierre, en la coupant en deux, ouais, bah on va avoir... De toute façon, les lits ne sont pas bien réguliers. Donc non, mais enfin là... Donc voilà, ça va être 2 belles boutisses, hein, des pierres plus profondes qu'on mettra dans le mur. Comme au XIIIe siècle, les dessins préparatifs se font à l'échelle 1, sur le sol même de la loge. Il faut souvent vérifier, ajuster, trouver des solutions sans s'éloigner des intentions originelles. Ces crayonnages servent à fabriquer des modèles qu'on appelle des poncifs. Ils reproduisent la forme exacte de la pierre qui sera posée sur le château. En théorie, il faut aller jusqu'ici. Donc en fait, tiens, en théorie, il y a des petites points. Voilà, il y a une arête à sortir et un petit plomb derrière, mais ça va être infernal à sortir. Aussitôt dessinés, ces poncifs vont servir de guide aux tailleurs de pierre. Au Moyen-Âge, les tailleurs étaient considérés comme les aristocrates du chantier. Mais aujourd'hui, à Guédelon, cette hiérarchie n'a plus lieu d'être. Tous les bâtisseurs sont égaux. Guédelon, c'est une savante alchimie entre un territoire et l'engagement d'hommes et de femmes autour d'un même projet. Ils ont voulu construire pour comprendre, et depuis 16 ans, patiemment, ces bâtisseurs traduisent leurs rêves et lui donnent vie. Je suis à Besançon, regardez. Ici, lorsqu'on se promène dans la ville, eh bien, le patrimoine qui nous saute aux yeux, c'est ça, les fortifications de Vauban. Des remparts, des glacis, des échauguettes, le tout destiné à fortifier la ville. Et une de ces constructions les plus impressionnantes, eh bien, c'est ça, la citadelle. Suivez-moi. Depuis plus de 3 siècles, la citadelle de Besançon surplombe la vieille ville enserrée dans un méandre du Doubs. Elle fait partie de la ceinture de fer dont Louis XIV voulait doter le pays et dont un certain Vauban mit 20 ans à ceindre la capitale comtoise. La construction coûta si cher que, selon la légende, le roi demanda si les murs étaient en or. En édifiant cette place forte, Vauban ne se doutait pas qu'il réalisait ici un chef-d'œuvre, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est que ça ? Madame, mes hommages. Bonjour. Excusez-moi, monsieur Vauban, Oui. qu'est-ce que vous faites encore là? Gère, madame. Mais comment ça, vous serrez? Oui, ben je visite encore cette belle place byzantine car je n'avais pas l'habitude à l'époque de faire des voyages d'agrément et toutes les balades que je pouvais faire sur mes places étaient pour vérifier, reprendre des mesures, améliorer encore. On voit qu'il y a de la pierre, on a des grands glacis comme ça sur lesquels on ne peut pas accéder. Oui, il n'y a aucune accroche possible. C'est une place de défense et donc il faut que les assiégeants n'aient pas moyen de pouvoir y poster des hommes.
Le front royal est armé d'une belle demi-lune qui protège ses arrières. Nous avons un autre front qui est devant et qui protège aussi la ville de Besançon. Donc nous avons une place particulièrement spécifique à mon système de fortification. Ah, j'ai cru recevoir une sorte d'onde. Ah oui, c'est Versailles qui m'appelle. Je suis désolé, madame, je dois me rendre vers le Wi-Fi rapidement. Aussi, c'est du patrimoine. Ben oui, du patrimoine d'aujourd'hui. Certains artistes créent des œuvres éphémères sous la forme de peintures murales qui surprennent, questionnent, mais dans tous les cas, égayent les rues et notre vie quotidienne. Et pour terminer l'émission, bien, je vous propose une visite de la ville avec ce patrimoine vivant. Chaque été, l'association Juste Ici organise à Besançon le festival Bien Urbain. Des artistes viennent des 4 coins du monde et ils créent des œuvres plus ou moins éphémères dans l'espace public. L'artiste, donc Erika Ilkane, l'artiste italien, il a l'habitude de représenter en fait des scènes humaines en utilisant l'imagerie animalière en fait, pour raconter une histoire, alors que ce soit un fait politique, un fait écologique, un fait de société. Est-ce que le street art, c'est une façon de réhabiller ou c'est vraiment pour toi un art à part entière? Avec Bien Urbain, on fait en sorte d'avoir toujours des œuvres de fond qui sont réalisées. On ne va pas être sur de la décoration pure. On a envie que les artistes aient vraiment un travail en ayant connaissance des lieux, de l'histoire de la ville, de l'endroit dans lequel ils interviennent, qu'ils choisissent déjà aussi où ils vont intervenir. Par exemple, ces moutons-là n'auraient peut-être pas trouvé leur place ailleurs, dans une autre ville, sur un autre mur. Ah, en fait, c'est un mur de mots. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, on a une intervention... Ça s'appelle comme ça? Alors, ça s'appelle pas exactement... Il n'y a pas de nom pour le décrire. Mais en effet, donc, au niveau inférieur du mur, on a un mur d'expression. Et au-dessus, on a le bleu, le blanc, le rouge qui domine, voilà, avec tout plein de mots. C'est ça. Et donc là, c'est une œuvre d'un artiste qu'on a invité l'an dernier, de Stephen Powers, qui a souhaité jouer. En fait, il est venu en repérage à Besançon, il s'est bien imprégné d'histoire. Stephen Powers, il n'est pas byzantin. Il n'est pas byzantin. Il est, lui, pour le coup, il est américain. Il vient de... Donc là, il a choisi le mur de façade d'une habitation. Voilà, c'est ça. Tu sais s'ils ont été d'accord, les copropriétaires, pour recevoir cette œuvre-là sur le mur? Oui, bah, si tu veux, on peut d'ailleurs voir si on a la possibilité d'en rencontrer un ou une. Et bonjour. Bonjour. Bonjour Denis. On était dans le coin en visite et on se posait une petite question avec Gaël. Vous étiez d'accord pour que l'œuvre Alors il y a eu plusieurs étapes. Ici. Dans un premier temps, nous on a offert notre mur. C'est un vieux mur gris, très triste. Et quand on a vu que Bien Urbain cherchait des murs, on s'est signalé. Et puis, on a été associés à toute la démarche. On a même reçu l'artiste, ici même, autour d'un café. Vous étiez heureux de ça? Ah ben, c'était génial. On buvait le café, on parlait des expressions locales, de la culture locale. Et puis, on voyait notre ami Stephen Powers qui commençait déjà à dresser des ébauches sur son papier. C'était super, ouais. Et vous avez une expression ou quelques mots favoris dans cette peinture? Alors, je vais avoir une réponse un peu nombrilique, c'est qu'il a eu la gentillesse de représenter la façade de notre immeuble avec une lumière jaune sur toutes les fenêtres, donc il a dû sentir la chaleur de l'accueil quand même. En fait, c'est un vrai moment de partage, en quelque sorte. Vous avez participé, vous, à l'œuvre de l'artiste. Lui, il a matérialisé un peu vos propos et votre échange. Oui, tout à fait. C'est ça le street art. Et depuis quelques années, Besançon offre aux artistes des murs d'expression libre. Aux abords de la ville, le collectif Vesontio Nostervicus profite pleinement de ces espaces de créativité. Ah bah là, ça fait pas longtemps qu'il y a deux, trois murs comme celui-là. Là. On peut s'exprimer. Après, c'est pas forcément ce qu'on préfère non plus. On aime bien les endroits vierges, ou je sais pas, les friches ou les trucs comme ça, c'est plus intéressant. Il y a des textures, des murs différents. Moi, je préfère quand même ça après. Qu'il y ait des murs d'expression ou pas, on va toujours se débrouiller pour trouver des trucs pour aller peindre, des endroits. C'est pas très grave si on n'avait pas en vrai. En mode latin, on écrirait Besançon, je pense que ça ferait un peu moche. On s'est dit Vesontio en latin, ça fait peut-être un peu plus stylé.
C'est un jeu de mots avec le BVV, qui veut dire Besançon, votre ville. Et nous, c'est VNV en latin, traduit sur Google un peu à l'arrache, parce que j'ai jamais fait de latin, qui est Vesantio Noster Vicus, du coup, Besançon, notre ville, à nous. Parce qu'on l'aime tellement qu'on se l'est approprié. C'est ici que nous nous quittons. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Bye!